L'Europe ne se fera pas d'un coup. Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen, de Rome à Maastricht. Zda se tedy Evropané v skutku cítí být Evropané. Les culs et morts vivent l'euro. Respect Brexit, get Brexit. Europe is hope. Europe is all of us. Europe remains the answer. Mi magyarok készen állunk a jövő évi májusi választásokra. You are ridiculous. This is Europe's moment to answer the call of history. Long live Europe. Salut, c'est Storyquo, bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans le tour des 27. 27 comme le nombre de pays qui composent l'Union européenne. Et oui, ça représente beaucoup de monde, presque 450 millions d'habitants. Ça fait un paquet d'histoires, de langues, de cultures et de traditions. Ça peut paraître compliqué, et ça tombe bien, car dans ce podcast, on va en apprendre un peu plus sur chacun de ces pays. Un pays égale un épisode, si vous avez bien suivi, ça fait donc 27 épisodes, plus quelques numéros spéciaux. Et justement, pour ce premier épisode, on commence par un numéro spécial. Oui, parce qu'avant de comprendre un peu mieux les pays qui composent l'Union européenne, ce serait déjà bien de comprendre un peu mieux c'est quoi l'Union européenne. Je vous préviens tout de suite, on ne va pas pouvoir en aborder tous les aspects. L'Union européenne, c'est une histoire complexe, un fonctionnement alambiqué et une organisation unique dans le monde. Passer en revue tout ce qui est en lien avec elle, ça nous prendrait des heures, de quoi endormir jusqu'aux plus déterminés d'entre vous. Mais répondons quand même à notre question, l'Union européenne, c'est quoi ? En quelques mots, l'Union européenne, c'est une organisation qui regroupe tout un tas de pays, 27 pour le moment, des pays qui ont décidé de mettre en commun certaines de leurs compétences. Attendez, je comprends pas là. Oui, des pays qui mettent volontairement en commun une partie de leur souveraineté, c'est surprenant. Pour mieux comprendre, il faut donc ouvrir les livres d'histoire et revenir dans le passé. Nous sommes à la fin des années 1940. Le monde vient tout juste de sortir de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe est ravagée, son économie est ravagée et ses habitants sont sous le choc. Pour les dirigeants européens, l'objectif est clair, il faut relancer la machine et établir la paix, la vraie, celle qui va durer dans le temps. Nous sommes les meilleurs amis du monde. Des réunions sont organisées, des projets sont imaginés et finalement un homme va prendre la parole. Nous sommes le 9 mai 1950 dans le salon de l'horloge au Quai d'Orsay à Paris. Assis derrière un imposant bureau, un homme chauve d'une soixantaine d'années, plutôt maigre dans son costume noir, remet en place ses lunettes rondes avant de lire son discours. Un discours dans lequel il rappelle l'importance de la paix et dans lequel, surtout, il propose à l'Allemagne de l'Ouest, l'ancienne ennemie de la France, ainsi qu'aux autres pays intéressés, de mettre en commun leur production de charbon et d'acier, deux ressources très stratégiques. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Bon, on va se calmer un peu sur le côté épique. En tout cas, une chose est sûre, qui dit mise en commun dit de nouveaux liens étroits et solides, ce qui augmente les chances de préserver la paix, mais aussi de relancer l'économie du continent et de peser sur la scène internationale, dans un monde divisé entre deux grands blocs, les États-Unis capitalistes en Amérique et l'Union soviétique communiste qui grandit dans l'Est de l'Europe. Robert Schuman ne le sait pas encore, mais sa déclaration va entrer dans l'histoire. Elle est aujourd'hui considérée comme l'acte de naissance de la construction européenne. Le 9 mai est même devenu la journée de l'Europe. Rien que ça. Ah ouais, quand même. Il faut dire que son discours a fonctionné puisque l'année suivante, la communauté européenne du charbon et de l'acier est créée. Elle compte 6 membres, la France et l'Allemagne de l'Ouest, mais aussi l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Très vite, ces 6 pays trouvent que leur coopération marche bien, alors ils décident de l'étendre à de nouveaux domaines économiques et politiques, et qui dit nouvelles compétences dit nouveaux traités. Ce sont les traités de Rome en 1957 qui permettent la création d'une nouvelle organisation, la Communauté économique européenne, ou CEE.
Une CEE qui, au fil des décennies, va se développer puis se transformer. Nous sommes en 1993 et place à l'héritière de la CEE. Celle-là, vous la connaissez, elle s'appelle l'Union européenne. Putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Oh. Aujourd'hui, l'Union européenne compte près de 450 millions d'habitants. C'est plus que l'Amérique du Sud. Elle s'étend sur 4,2 millions de kilomètres carrés, c'est plus que l'Inde. Elle est surtout l'une des plus grandes puissances agricoles, économiques, financières, politiques ou encore culturelles dans le monde. Évidemment, pour atteindre ces chiffres impressionnants, l'Union a dû s'agrandir. C'est trop petit, il faut que je m'agrandisse. Pour ne pas faire de jaloux, on va rapidement passer en revue l'ensemble des pays membres dans leur ordre d'admission. Alors, accrochez-vous. Okay, let's go. Souvenez-vous, ils sont 6 au départ, la France, Bonjour. l'Allemagne, Hello. les Pays-Bas, la Belgique, Hello. le Luxembourg et l'Italie. Mais en plus de 70 ans, beaucoup de pays se sont rajoutés. Alors on dit bonjour au Danemark, au Royaume-Uni, à l'Irlande, à la Grèce, à l'Espagne, au Portugal, à l'Autriche, à la Suède, à la Finlande. Nous arrivons en 2004, une année importante pour l'Union européenne puisque 10 pays l'intègrent en même temps, c'est du jamais vu. Alors on en profite pour reprendre son souffle et c'est parti pour souhaiter la bienvenue à Chypre, à l'Estonie, à la Hongrie, à la Lettonie, à la Lituanie, à Malte, à la Pologne, à la Slovaquie, à la Slovénie et à la République tchèque. Encore un petit effort, la politesse, c'est important. En 2007, c'est le tour de la Bulgarie et de la Roumanie. Le petit dernier est arrivé en 2013, alors bonjour à la Croatie. Si vous n'aimez pas les salutations et que vous avez préféré compter le nombre de pays, vous vous dites sûrement « MDR, le boulet, il a listé 28 pays, alors que le podcast s'appelle « Le Tour des 27 », il est certainement bourré. » Oh la honte. Alors non, je n'ai pas bu d'alcool avant d'enregistrer cet épisode, et oui, il y a une explication. Car l'Union européenne, c'est comme une grande colocation, on peut la rejoindre et s'y sentir à l'aise. On est bien. Mais on peut aussi en avoir marre et claquer la porte. Ce n'était jamais arrivé jusqu'en juin 2016, lorsque le Royaume-Uni annonce son départ. Il a fallu un peu de temps, mais finalement, les Britanniques ont officiellement rendu les clés le 31 janvier 2020. Vous en avez très certainement entendu parler, on appelle ça le Brexit. And we know the mantra. It is deliver Brexit, and that is what we're going to do. L'Union européenne redescend donc à 27 membres, comme dans le tour des 27. Le compte est bon. Tout le monde vous le dira, quand on crée quelque chose, c'est important de pouvoir le reconnaître. Pour ça, les marques ont leur logo et leur slogan. Nespresso, what else? Les groupes de musique ont leur plus grand riff. Et l'Union européenne, elle aussi, a sa panoplie de symboles, une monnaie unique, l'euro, une devise unie dans la diversité et une date, le 9 mai, la journée de l'Europe. L'Union européenne peut aussi compter sur son drapeau, un drapeau simple mais immédiatement reconnaissable. Un fond bleu-azur comme un ciel sans nuages sur lequel reposent au centre 12 étoiles dorées disposées dans un cercle, symbole d'unité et d'harmonie. 12 étoiles comme les 12 mois de l'année ou les 12 heures du jour et de la nuit. 12, un nombre réputé parfait. Absolument parfait. Il y a un dernier symbole important dont nous n'avons pas parlé mais qui convient particulièrement bien au podcast. Depuis 1985, en effet, l'Union européenne a son hymne officiel, un véritable banger dévoilé il y a tout juste 2 siècles par un compositeur allemand un peu connu. Il s'appelle Ludwig van Beethoven et en 1824, Beethoven vit à Vienne. C'est là qu'il présente sa toute dernière création, la symphonie numéro 9. Une symphonie composée pour un orchestre, rien de surprenant, mais également pour un chœur de chanteurs et de chanteuses. Et quitte à avoir un chœur autant que ça claque, pour le dernier mouvement de sa symphonie, Beethoven veut un texte fort et qui a du sens.
Alors il repense à un poète qu'il adore, un certain Friedrich von Schiller. Ce dernier a justement écrit un poème qui célèbre l'unité et la fraternité, des thèmes qui plaisent à Beethoven, qui a trouvé les paroles de son finale. Il a également trouvé le titre puisqu'il reprend celui du poème. Le dernier mouvement s'appellera donc l'Aude à la joie. Bien plus tard, au XXe siècle, quand les officiels européens vont chercher des symboles pour l'Europe, il y a de nombreux débats, mais l'hymne de Beethoven finit par s'imposer. Problème, les paroles sont en allemand et tout le monde ne parle pas allemand. Heureusement, une solution est trouvée. Si tout le monde ne comprend pas les paroles, c'est bien simple, il suffit de les enlever et de laisser place au langage universel de la musique. L'histoire est belle et pourrait s'arrêter là, mais ce n'est pas le cas. Pour être tout à fait honnête, l'hymne européen original n'est pas exactement l'Aude à la joie de Beethoven. Non, il s'agit d'un arrangement écrit en 1972 par le chef d'orchestre le plus influent de l'époque, un Autrichien qui s'appelle Herbert von Karajan et qui dirige l'orchestre philharmonique de Berlin. Et puisque Karajan est très influent, on lui demande, avec son orchestre, d'enregistrer l'Aude à la joie. Le musicien accepte, mais seulement si on lui laisse faire un arrangement de l'œuvre. À votre guise. Un arrangement qui, disons-le, ressemble quand même beaucoup à l'original. Oui, mais cela reste un arrangement, ce qui est pratique pour Karajan, qui peut ainsi se déclarer co-auteur de l'hymne européen et toucher des droits d'auteur sur chaque vente de l'enregistrement. Well done. Yes. Et ça, les hauts placés européens ne l'avaient pas prévu. À la boulette. Ils viendront voir Karajan pour lui demander de renoncer à ses droits d'auteur et celui-ci répondra « Non, merci ». On s'est fait avoir. Alors business is business et de toute façon il y a bien pire concernant Karajan. En effet, celui-ci traîne également un sombre passé. Après une première demande en 1933, c'est effectivement en 1935 que le chef d'orchestre adhère au parti politique au pouvoir en Allemagne. Un parti politique dirigé par un homme très reconnaissable à sa moustache et surtout à ses discours virulents et haineux, notamment envers les juifs. Oui, Karajan devient membre du parti nazi et le restera jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Il sera d'ailleurs jugé pour ça. Nombreux sont ceux qui l'accusent d'y avoir adhéré par conviction. Lui prétend avoir agi par opportunisme pour protéger et booster sa carrière. Quoi qu'il en soit, il ne sera jamais condamné. Forcément, quand on sait ça, on se dit qu'il existe une vraie contradiction entre l'histoire de Karajan et l'Aude à la joie de Schiller et Beethoven. Si vous allumez la télé ou la radio et que vous entendez parler de l'Union européenne, vous remarquerez qu'il existe des surnoms pour la désigner. On peut entendre les 27 assez souvent, mais aussi le surnom Bruxelles. Nous allons atterrir à Bruxelles. Oui, Bruxelles comme la capitale de la Belgique, qui est souvent décrite comme la capitale de l'Union européenne. Alors ne nous enflammons pas, l'Union européenne n'a pas de capitale officielle, mais il faut reconnaître que Bruxelles a bien un rôle qui, lui, est capital. La ville accueille en effet le siège de plusieurs institutions importantes de l'Union européenne, mais des institutions importantes dans l'Union européenne, il y en a pas mal, et pas qu'à Bruxelles. C'est un peu le bordel, il faut bien l'avouer. Pour y voir plus clair, il nous faudrait une spécialiste de l'Union européenne, et ça tombe bien, c'est le cas d'Audrey Vuettaz, qui nous rejoint dans cet épisode du Tour des 27. Je m'appelle Audrey Vuettaz, je suis journaliste pour la télévision pour Public Sénat, je suis journaliste politique et à côté, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Trait d'Union et qui a pour but d'expliquer l'Union européenne à celles et ceux qui trouvent que c'est trop compliqué. Il y en a beaucoup, donc voilà, un épisode à la fois. Justement, tu l'as dit, l'Union européenne, on peut trouver ça compliqué dans son fonctionnement. Il y a pas mal d'organes et d'institutions avec des noms qui se ressemblent. Est-ce que tu pourrais nous présenter les plus importants ?
Alors, s'il fallait commencer par un commencement, je dirais qu'il y a le Conseil européen. Là, si vous voulez une image, c'est quand Emmanuel Macron va rencontrer les différents chefs d'État et de gouvernement. C'est, on va dire, l'organe qui donne l'impulsion et qui va prendre les décisions les plus importantes. Par exemple, est-ce qu'on intègre l'Ukraine à l'Union européenne ? Ça, c'est une décision importante et c'est une décision qui est actée en premier lieu au Conseil européen. On peut dire que c'est lui un peu qui trace la trajectoire. Après, le deuxième organe hyper important, c'est la Commission européenne. En fait, ça, c'est un peu l'exécutif et c'est la Commission européenne qui a elle seule le pouvoir de proposer des textes législatifs. Donc de dire, on va faire une loi sur telle ou telle chose. En général, elle suit l'impulsion du Conseil européen. Et puis la Commission européenne, elle s'assure aussi de la bonne application des lois qui ont déjà été votées. S'il y a un pays qui ne les applique pas bien, en général, c'est un peu elle qui siffle la fin de la récré. Une fois que la Commission européenne elle a fait ses propositions, elle envoie son projet de loi, en gros, je mets des grosses guillemets, au Parlement européen et dans le même temps, au Conseil des ministres de l'Union européenne. Le Parlement européen, vous avez dû en entendre parler parce que les députés européens sont élus par les citoyens européens. Et donc, c'est pour ça qu'on vote aux élections européennes, c'est pour ça qu'on a voté aux élections européennes, c'est pour élire ces fameux députés européens. Donc, le Parlement européen s'empare de la proposition de la Commission et va faire ses modifications. Et en parallèle, le texte, je vous l'ai dit, il arrive aussi entre les mains du Conseil des ministres de l'Union européenne. Lui, il est chargé de faire un petit peu la même chose que le Parlement, c'est-à-dire de modifier le texte qui a été proposé par la Commission, mais plutôt au nom des États membres. Donc, par exemple, si c'est un texte sur l'écologie, ce sera les 27 ministres de l'écologie des 27 pays européens membres de l'Union européenne. Donc vous avez d'un côté une institution qui représente plutôt les citoyens qui fait ces modifications et de l'autre côté une institution qui représente plutôt les États membres qui fait elle aussi ses propres modifications. Et ensuite, il faut mettre tout le monde d'accord. Donc là, en général, ça donne lieu à plusieurs réunions et à la fin, ça donne un projet de loi européen. Donc ça, c'est vraiment le côté politique. Oui, parce qu'il y a encore d'autres institutions qui gèrent d'autres aspects. Lesquels, par exemple ? On a par exemple la Banque centrale européenne. Elle est présidée par une Française qui est Christine Lagarde. C'est la banque de tous les pays de la zone euro. Et la Banque centrale est chargée de la stabilité de l'euro pour faire les choses assez simplement. Et puis, une autre institution qui est très importante aussi, c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Elle est chargée d'arbitrer finalement, quand il y a un litige entre la Commission qui a essayé de veiller à la bonne application de la loi et un État qui aurait potentiellement dépassé les bornes ou pas respecté la loi, la Cour de justice de l'Union européenne, elle est censée arbitrer. Dans la Cour de justice de l'Union européenne, on a 27 juges, un par État membre. Maintenant qu'on a présenté ces différentes institutions européennes, il faut quand même noter qu'elles ne sont pas toutes dans la même ville. Il y en a même qui sont divisées entre deux endroits, le Parlement européen, par exemple. Le Parlement européen, son siège historique, c'est Strasbourg, parce que c'est une ville qui a un sens, parce que la base de l'Union européenne qu'on connaît maintenant, en fait, ça a été un projet de réconciliation entre la France et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est basé à Strasbourg. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Commission européenne, elle est basée à Bruxelles. Et c'est un peu plus facile de travailler à côté, en fait, parce que souvent, ça donne lieu à des échanges. Comme je vous ai dit, on a les textes de loi, donc ça donne lieu à des allers-retours. Donc c'est vrai que le Parlement s'est installé progressivement aussi à Bruxelles. Et donc maintenant, en fait, son temps est divisé entre le travail parlementaire qui se fait, les allers-retours avec la Commission qui est à Bruxelles, et le Parlement de Strasbourg, on vote les lois, où on fait finalement le finish, le grand finish. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Bruxelles, parce qu'il y a la Commission européenne à Bruxelles, mais il y a d'autres institutions dont je vous ai parlé. Par exemple, la BCE, elle est basée à Francfort, en Allemagne, et la Cour de justice de l'Union européenne, elle est basée à Luxembourg. Finalement, quand on regarde la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, c'était les pays qui étaient au tout début de cette construction européenne. Et alors, pour la petite anecdote, il a été question, il me semble, que le Parlement européen soit à Nice. Finalement, ça s'est pas fait, et c'est vrai que ça aurait été sympa parce qu'il fait quand même beaucoup plus beau. Alors oui, c'est clair qu'il y a plus de soleil qu'à Strasbourg ou Bruxelles. Est-ce que tu as pu te rendre, toi d'ailleurs, sur place pour visiter certaines institutions ?
Alors, je suis allée à la Commission européenne, donc qui elle est à Bruxelles. Donc c'est vraiment un gros bâtiment avec, je dirais, enfin pas assez obscur, mais c'est ça qui est intéressant à Bruxelles, c'est qu'en fait, tout le lieu où les institutions européennes sont réunies, en fait, c'est assez en dehors de la ville, entre guillemets. Enfin, c'est dans Bruxelles, mais c'est pas dans le centre historique. Et c'est assez froid. Les bâtiments sont assez froids. Et je suis allée aussi au Parlement à Strasbourg. Alors là, c'est vraiment particulier parce qu'en fait, c'est étonnant. En fait, on arrive dans une sorte de jungle avec une rivière, avec une verrière en haut, avec des escaliers qui montent mais qui ne descendent pas, des escalators que tu peux emprunter pour monter, mais il faut prendre l'ascenseur pour descendre. Alors, il y a quelqu'un qui m'a raconté, mais je ne sais pas si c'est vrai, que chaque architecte des pays membres de l'Union européenne avait voulu mettre un petit peu sa pierre à l'édifice. Je sais pas si c'est vrai, mais je trouve ça assez drôle parce que ça montre un peu justement le côté compromis. Parce que c'est ça qui est aussi très intéressant dans l'Union européenne, c'est qu'il faut mettre d'accord les sensibilités politiques et puis aussi les visions de 27 États membres. Et on ne réfléchit pas du tout de la même manière quand on est en France ou quand on est en Estonie. Et c'est ça aussi qui est très intéressant dans le projet européen. C'est pour ça que ça met souvent du temps. C'est parce qu'il faut essayer de trouver un chemin de compromis entre tout ça. Merci beaucoup à Audrey Vuettas de nous avoir éclairés dans toute cette organisation européenne. Si jamais vous voulez en apprendre davantage sur l'actualité, le fonctionnement ou encore l'histoire de l'Union européenne dans son ensemble, n'hésitez pas à écouter son podcast. Il s'appelle Trait d'Union et il est disponible sur toutes les plateformes. On en parlait au début de cet épisode, c'est après la Seconde Guerre mondiale que s'est réellement lancée la construction européenne, mais l'idée, elle, existait depuis bien plus longtemps. Au XIXe siècle, Victor Hugo souhaitait déjà la création d'États-Unis d'Europe. Avant lui, Emmanuel Kant parlait d'une libre fédération européenne. Et encore, avant eux, c'est un moine philosophe venu des Pays-Bas qui évoquait dès le début du XVIe siècle une Union européenne basée sur des valeurs de tolérance et de paix. Un humaniste qui a passé sa vie à voyager pour découvrir les cultures européennes. Il est né à Rotterdam, il a étudié à Oxford, il a enseigné à Paris, puis il est parti en Italie pour publier des recueils avant de voyager en Allemagne et de finir par s'éteindre en Suisse. Un véritable Europe trotteur, alors quand l'Union européenne décide en 1987 de lancer un programme d'échange entre les universités européennes, le directeur du programme, Alan Smith, va penser à ce moine philosophe qui adorait voyager. Alan Smith va appeler ce programme le European Community Action Scheme for the Mobility of University Students. Excusez mon accent. Alors oui, c'est un peu long, mais une fois réduit, cela donne un acronyme qui reprend le nom de ce moine philosophe qui adorait partir en voyage. Le moine s'appelait Erasme, en latin ça donne Erasmus, ce sera donc le programme Erasmus. La première année, 3200 étudiants européens profitent du programme. Depuis, Erasmus est devenu Erasmus+, et a pris beaucoup d'ampleur. En 37 ans d'existence, plus de 15 millions de personnes ont pu en bénéficier. Et parmi ces 15 millions de personnes, il y en a une qui se démarque. Elle s'appelle Samantha Cristoforetti. Samantha est italienne, mais c'est à Munich qu'elle a suivi un master. Elle enchaîne avec un stage à Moscou, puis un autre à Toulouse. Merci Erasmus. Finalement, elle devient pilote de chasse pour l'armée italienne. Un beau CV, me direz-vous, et c'est tout à fait vrai, mais c'est en 2009 que son parcours prend une nouvelle ampleur, car c'est en 2009 que se tient un concours pour intégrer l'ESA, autrement dit l'Agence spatiale européenne. Il y a plus de 8400 candidats, mais ils ne sont que 6 à être sélectionnés. Parmi eux, on retrouve un Français, un certain Thomas Pesquet, et une seule femme, Samantha Cristoforetti. I got the call to become an astronaut one evening. I had this feeling that the whole universe just stopped, turned around and smiled at me. Samantha Cristoforetti intègre le corps des astronautes européens et commence sa formation. C'est parti pour des cours de mécanique spatiale, d'histoire, de russe, de plongée sous-marine, de secourisme, de robotique ou d'analyse comportementale humaine. Ça fait beaucoup là, non ? Le travail fourni est énorme, mais il finit par payer. Le 23 novembre 2014, Samantha Cristoforetti est en Russie, au cosmodrome de Baïkonour. Le vaisseau Soyouz dans lequel elle se trouve allume ses moteurs. L'engin se lance dans les airs, direction l'ISS, la Station spatiale internationale.
Depuis, Samantha Cristoforetti est repartie une deuxième fois sur l'ISS. Elle en a même pris le commandement durant plus d'1 mois. Elle cumule donc pas mal de records, puisqu'elle est la première italienne à être allée dans l'espace, la première européenne à commander l'ISS. Mais en tant qu'italienne, sa plus belle performance date du 3 mai 2015 précisément. Et oui, ce jour-là, à plus de 400 km de la Terre, c'est bien Samantha Cristoforetti qui est devenue la première personne à se préparer un espresso dans l'espace. Avec du café tout droit venu d'Italie, évidemment. Et nul doute qu'en buvant son précieux breuvage depuis tout là-haut, Samantha Cristoforetti a eu l'occasion d'apercevoir l'Union européenne et de se dire « quand même, ça en fait un paquet de pays ». Évidemment, car l'Union européenne, c'est 27 pays et encore plus d'histoire, de culture et de tradition, des pays que vous pourrez bientôt découvrir dans les prochains épisodes. En attendant, merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à le partager. C'était Story Quo. À la prochaine dans le Tour des 27.